Dans l'épisode du jour, j'accueille Olivier Caillot, qui a plein de casquettes. Il est producteur de voyage, journaliste, photographe. Bienvenue, Olivier. Bienvenue, merci Ludivine de m'avoir invité. Avec plaisir. J'ai plein de questions à te poser et je suis sûre que les invités pourront voyager avec toi à travers le monde, mais aussi à travers tes différentes casquettes. L'idée, c'est justement de parler de ton parcours et puis des différents métiers que tu exerces. Alors, dis-moi, par quel métier as-tu commencé quand voilà, quand tu as commencé ta carrière? Oula, alors là, on remonte à quelques années quand même. Donc moi, j'ai fait des études de cinéma au Futuroscope il y a quelques années, et donc ce qui fait qu'après, j'ai travaillé au CNED. J'ai travaillé au CNED, au Centre national d'enseignement à distance, qui se trouvait juste à côté de ma fac au Futuroscope à Poitiers. Et là, c'est là, je crois que j'ai eu un déclic pour le voyage, même si je l'avais eu déjà tout petit, mais j'ai eu un déclic pour le voyage parce que je m'occupais de tous les enfants à travers le monde qui ne pouvaient pas assister, on va dire, physiquement à un cours. Et donc, je leur envoyais leurs cours à droite, à gauche. Et c'est comme ça que j'ai appris à situer sur une carte différents pays. Et je me suis dit, tiens, pourquoi pas y aller un jour. Avant, tu voyageais déjà? Oui, tout petit, je suis parti alors que je ne marchais pas encore à l'âge de quelques mois avec mes parents qui étaient professeurs et qui étaient aussi aventuriers parce que dans les années 70, ils se sont dit, tiens, pourquoi pas prendre notre baluchon et partir à l'aventure au fin fond de la Côte d'Ivoire, dans un petit village qui s'appelle Abidjan. Non, qui s'appelle Gagnois parce qu'Abidjan on était après. Non, Gagnois exactement. C'est vrai que ça date parce que c'était en 71 de mémoire. Donc, vous voyez. Euh, il y avait encore Taxi Brousse, Taxico, pas grand-chose, pas d'internet évidemment. Et ils ont quitté leur Poitou-Charentes et ils sont partis avec leurs trois enfants à l'aventure. Et donc je les ai suivis jusqu'à mes 11 ans. Donc en fait j'ai fait toute ma première scolarité à Gagnois, puis à Abidjan. Et je suis revenu donc en France pour ma sixième, en rentrant en sixième, où ma maman m'avait déguisé on va dire, en habit traditionnel africain, en plein mois de mars où il faisait très très froid et en plus elle s'était trompée de jour, donc je t'explique pas mon retour en France. C'était assez comique. Mais c'est une sacrée expérience de vie, ce que tu as vécu avec tes parents. Et qu'est-ce que, à l'époque, tu t'avais trouvé ça plaisant? Comment c'était c'est quoi dans la tête d'un enfant voilà, d'à peine 10 ans de voyager comme ça dans un pays que tu connaissais pas et qui est complètement différent de la France? Ça a été je remercie mes parents tous les jours parce que c'est vrai que grâce à leur audace à cette époque-là, d'être parti avec trois enfants en jeune âge et puis pour l'inconnu total, quoi. C'est vrai que j'ai toujours eu cette notion de découverte, d'aventure, de curiosité. Comme eux. En plus, ils étaient enseignants, donc et ce qui est marrant, c'est que là, à Noël dernier, je leur ai offert mon père filmé en Super 8 à l'époque. Et donc là, j'ai numérisé tous ces petits films. Donc il y en a Génial. une soixantaine. Et donc là, il y a un mois, on a fait une soirée en famille et je leur ai présenté tous leurs films. Donc ils datent entre 40 et 50 ans. Et là, on voit qu'en fait, on était les seuls petits toubabs, comme on dit, les seuls petits blancs dans le village à Gagnois, dans les fêtes traditionnelles. Et c'est vrai que inconsciemment, j'ai donc eu cette envie d'aller vers l'autre, vers l'étranger, essayer de mieux apprendre de lui et puis découvrir. Donc toute mon enfance a été bercée comme ça en fait, à travers des aventures dans tout le pays de la Côte d'Ivoire. Donc dans des réserves, au bord de la mer, j'allais à la pêche avec mon père au Barracuda tous les matins. Et puis à l'époque, ben, il y avait pas autant d'écrans que maintenant. Donc en fait, on avait juste une petite télé. Et puis je me souviens un petit peu que le soir, il y avait un épisode un épisode par exemple de Daktari. Donc Daktari, je sais pas si tout le monde connaît, mais c'était l'histoire d'un vétérinaire en Afrique australe qui s'occupait d'animaux et qui avait un Land Rover. Et je me suis dit, mais quand je serai grand, je serai comme lui, j'aurai un Land Rover et je parcourrai l'Afrique. Et donc, c'est ce que j'ai fait beaucoup d'années plus tard. Comme quoi, c'est important d'avoir la vision. Souvent, c'est vrai que quand on est enfant et qu'on a cette envie et qu'on
qu'on se le projette, on arrive plus souvent à ses fins en tout cas que si on n'avait pas cette image en tête. Donc, trop chouette que tu aies pu atteindre, réussir ton rêve d'enfant. Euh, pour en revenir à ton parcours, du coup, après le Futuroscope, qu'est-ce qui s'est passé? Là, bah, c'est une bonne transition parce qu'après le Futuroscope, je me suis dit, tiens, si mon petit rêve d'enfant se concrétisait, donc j'ai monté un projet qui s'appelait Petit Montre-moi ton monde, où j'ai obtenu une bourse défi jeunes j'ai acheté mon Land Rover, finalement, mon vieux Land Rover que j'étais cherché en Belgique. Je lui ai mis un moteur Peugeot Indénor et je suis parti avec ma compagne et notre petit qui avait même pas un an. Donc en fait j'ai réécrit l'histoire que j'avais vécue déjà avec mes parents et donc je suis parti cette fois en tant que papa et avec mon petit garçon et nous sommes partis de Poitiers et nous avons roulé jusqu'en Afrique du Sud et nous sommes revenus pendant un an. Et donc ça, c'était en 95. Donc évidemment, bah, toujours pas d'internet, pas de moyens de communication. J'étais parti juste avec une carte papier Michelin qui faisait toute l'Afrique. Et vu que j'ai pas beaucoup de sous, malgré les aides de la mairie de Poitiers, enfin tous les institutionnels, je n'avais même pas assez de sous pour m'acheter un cric. Donc en fait, j'y allais vraiment à la route et ça s'est très très bien passé et une année de vie hallucinante quoi, avec beaucoup de belles expériences. C'est une sacrée aventure. Ouais, le côté roots, on le sent beaucoup à travers ton parcours, même ce que tu fais aujourd'hui. Est-ce que tu penses que c'est ton enfance qui a conditionné ça? Ou est-ce que dans tes frères et sœurs, il y a aussi ce côté-là? Ou est-ce que c'est plutôt quelque chose d'inné? Une bonne question, Ludivine, oui. C'est sûr qu'on pourrait croire que toutes mes deux sœurs, j'ai deux sœurs, deux grandes sœurs, mes deux sœurs seraient comme moi grâce à l'éducation de nos parents. Mais non, non, elles sont beaucoup moins, on va dire, casse-cou et faux-folles que je ne le suis. Donc non, non, il y a que moi dans la famille qui ose autant sans forcément tout calculer à l'avance. Mais là, ce voyage-là était quand même bien organisé, mais c'est vrai qu'il y a des imprévus et il y en a eu, heureusement. Mais on est revenus tous les trois. On est revenus tous les trois, exactement. On est parti à quatre, oui. On est parti à quatre avec mon chien, mais mon chien s'est fait kidnapper dans le désert en Mauritanie. Donc c'était, on va dire, la petite note négative, mais sinon on est revenus tous les trois sains et saufs et voilà, donc j'ai pu vivre ce que j'ai vécu quelques années avant en étant au CNED et puis en faisant voyager ou en voyageant à travers tous ces écoliers, quoi. Donc ça y est, mon fils était aussi dans le bain comme moi quand j'étais tout petit. Génial. En tout cas, alors j'ai encore beaucoup de questions finalement à te poser sur cet aspect-là, mais on va avancer sur le côté plus professionnel parce que c'est Mhm, l'objectif aussi du podcast. c'est sûr. Du coup, comment tu en es venu à produire du voyage? Est-ce que tu étais journaliste aussi? Est-ce que tu es passé par la case journaliste avant? Comment ça s'est passé professionnellement pour toi? Alors, de mémoire, j'étais journaliste. Ma première carte de presse, je l'ai eue quand j'étais jeune, encore étudiant, je crois aussi, à Poitiers. Avec la Nouvelle République. Ça m'intéressait parce que j'ai fait en plus des études littéraires. Ma mère est prof de français, donc j'aimais bien écrire. Donc je me suis intéressé à ça. Ensuite, c'est vrai que ce voyage en Afrique m'a permis d'écrire encore plus et puis de faire des vidéos parce on avait des associations sur place qui recevaient nos envois par courrier de vidéos, d'écrits, comme ça. Toutes les écoles qui nous suivaient Ouais. pendant un an ont pu vivre aussi à travers nous une belle aventure. Donc en revenant, j'avais évidemment cette envie de partager mon quotidien que j'avais un peu hors du commun, mais je voulais le partager au plus grand nombre. Et puis ensuite, j'ai donc retravaillé au CNED, toujours avec ma carte de journaliste. Et après, j'ai voulu repartir. Donc là, je suis parti en Guyane. Je suis parti en Guyane avec donc là il y a un deuxième enfant et là j'ai travaillé au centre spatial donc j'avais arrêté un peu, j'ai mis entre parenthèses ma carrière de journaliste. Je n'avais pas encore l'idée de travailler dans le tourisme, mais au fur et à mesure, via mes voyages et via mes expériences professionnelles, j'allais y venir. Et donc, pour répondre à ta question quand même, Ludivine, le tourisme en tant que professionnel est arrivé bien plus tard, ma foi. C'est arrivé peut-être 10 ans après.
Et qu'est-ce qui a fait, comme par justement, hasard. comme par hasard, est-ce que c'est le tourisme qui est venu te chercher ou c'est toi qui es allé vers le tourisme? Comment ça s'est passé? Alors, pour tout avouer, donc après mes 5 années en Guyane, euh, en tant que caméraman et prof de français et d'art plastique, je suis revenu en France. Nous sommes revenus en France avec toute ma petite famille. Et puis là, je me suis dit, bon, qu'est-ce que je fais? Il y a plus de fusée à filmer. J'ai pas trop envie d'enseigner parce que je m'étais tellement épanoui avec tous mes élèves en Guyane, aller en forêt, aller sur la plage, en tangue. Je me suis dit, pff, ici, ça va être un peu plus carré, donc ça va moins me satisfaire. Et c'est ma femme qui m'a dit, écoute, avec toutes tes expériences depuis 30 ans dans le voyage, tu devrais travailler dans le tourisme. Mais moi, naïvement, je ne savais même pas que ça pouvait être un métier. Donc, c'est ma femme qui m'a aidé, qui m'a dit, tiens, écoute, j'ai regardé toutes les annonces et j'ai regardé aussi les différents profils, les différents professionnels et il y en a un qui pourrait te correspondre. C'est un tour opérateur qui s'appelle Nomade Aventure. Donc, tu vas les voir et tu leur dis que tu veux travailler avec eux. Donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai été les voir. J'ai été voir le directeur qui s'appelait Franck Lemaître à l'époque. Et je lui ai dit, écoutez, on ne se connaît pas. Je n'ai jamais travaillé dans le tourisme, mais je sais que je peux vous apporter quelque chose et je sais qu'on peut travailler ensemble. Il m'a vu débarquer comme un extraterrestre. Il m'a dit, mais ça se passe pas comme ça. Il faut faire des études de BTS tourisme et tout. Il faut faire ses preuves. J'ai insisté. On a discuté. Puis au bout d'une heure, il m'a dit, écoute, Olivier, je pense que tu es la personne que j'attendais sans le savoir. Je ne peux pas t'embaucher maintenant, mais je te promets que dans 6 mois, le temps que je monte toute la paperasse, dans 6 mois, tu reviens à ton poste. Et 6 mois après, ben, j'ai eu mon poste et ça a démarré comme ça. Génial. Comme quoi, il faut parfois savoir oser et puis s'imposer un peu euh, au-delà voilà, des conventions, parce que c'est vrai que il y a encore aujourd'hui beaucoup d'entreprises du tourisme qui recrutent sur condition d'un BTS tourisme, qui je trouve n'est pas forcément toujours la bonne façon de recruter une personne. D'ailleurs, on le voit avec toi, parce qu'on apprend beaucoup de choses, mais il y a aussi la vie qui peut apprendre surtout sur les métiers du tourisme, qui sont avant tout des métiers humains, je trouve. Euh, et alors, du coup, comment ça s'est passé, tes débuts dans le secteur du tourisme? Est-ce que tu allais travailler en tongs? Toujours? Qu'est-ce que tu faisais, du coup, avec Eh bien, Nomade écoute, Aventure? à croire que tu commences bien à me connaître parce que oui, j'y étais en tongue. Et d'ailleurs, c'était un peu on va dire mon objet totem. J'étais toujours en tongue et le premier hiver, ben, j'ai commencé à avoir froid parce que après mes années en Afrique, en Guyane, je me suis dit, voilà, il fait bien froid à Paris. C'est la première fois que j'allais vivre à Paris. Donc, oui, j'étais en tongue. Bon, pour tout te dire, j'ai pas forcément été accueilli avec les bras ouverts de tous mes collègues parce qu'ils se sont dit que eux, ils étaient là depuis un bon nombre d'années déjà. Ils étaient directeurs et moi, j'arrivais au bout d'une semaine, j'étais déjà directeur aussi, donc sans avoir fait forcément les preuves. Et pourquoi? Parce qu'en fait, la mission, c'était de monter une nouvelle formule pour les individuels chez Nomade Aventure. Donc, j'ai intitulé Libre et Nomade. Et donc, c'est pour ça que bah, pendant les 7 années que je suis resté chez Nomad, j'ai monté toute cette production de A à Z. Et c'est vrai que c'était une superbe expérience et que maintenant, Nomad Aventure, c'est vraiment la famille, la tribu. D'ailleurs, je vais les voir la semaine prochaine. Et puis, on est très, très proches. On est vraiment devenus des très, très bons amis. On a vécu des moments formidables. C'était une très belle expérience. Donc, Nomad Forever. Génial, c'est important parce qu'ils t'ont fait confiance et ils ont bien fait. Du coup, ça a été une expérience durable. Alors, du coup, peut-être préciser aux auditeurs, tu as parlé d'individuel. Est-ce que tu peux nous parler peut-être de, du coup, ce que faisait Nomade Aventure avant sur la partie production? Il y a quand même deux façons de faire. Est-ce que tu veux en parler? Bien sûr, oui. Donc, Nomade Aventure, c'est un tour opérateur. Donc, c'est comme une agence de voyage qui crée les séjours, qui a une particularité aussi, c'est qu'elle fait partie d'un grand groupe, le groupe Voyageurs du Monde. Donc, il y a les différentes marques, il y a Voyageurs du Monde, il y a Comptoir des Voyages, il y a Terre d'Aventure, et il y en a d'autres aussi. Mais ça, ce sont les quatre plus connus qui ont toutes on va dire, des agences pied-à-terre sur Paris et différentes villes en France. Et Nomade Aventure, c'est un peu la marque, je dirais pas la marque insolente, mais la marque un petit peu décalée, la marque originale où on ose justement, où
où on va défricher les nouveaux sentiers. On est très dans l'humain, dans la randonnée, dans les moyens de transport un peu plus locaux. Donc c'était vraiment moi ce qui me touchait parce que c'est ce que j'ai vécu durant disons durant les 30 premières années Ça de ma t'allait hyper vie. bien finalement comme Ah, c'était vraiment oui les tongs à la bonne taille. Et ouais. donc il y avait déjà des groupes, ce qu'on appelle des GIR, c'est-à-dire ce sont des circuits qui sont faits pour partir à telle ou telle date, avec des petits groupes de gens qui ne se connaissent pas, donc entre 4 et on va dire 12, 15 personnes. Et là, l'idée, c'était de proposer à des individuels de partir, mais de partir aussi à leur rythme. Donc, on faisait beaucoup de voyages sur mesure. Et puis donc, c'était vraiment personnalisé et sur des différentes destinations avec des circuits, genre, je sais pas, moi, j'avais monté la crête, c'est pas que pour les punks, par exemple. Il y avait des titres aussi toujours un petit peu cocasses comme ça. Ah Il ouais, y à la avait Chiloé finalement, mais précurseur. Exactement, exactement. Ok. On était assez précurseurs parce que maintenant, évidemment, que tout le monde monte des séjours, comme on dit, FIT, donc pour l'individuel personnalisé sur mesure. Et maintenant, chez Nomade, c'est Yves qui m'a remplacé ce poste et puis ça marche très très bien. Donc oui, maintenant c'est d'actualité. Comme par exemple le voyage en Afrique, beaucoup de personnes maintenant partent à droite à gauche en voiture pendant un an. Mais c'est vrai qu'à l'époque, ça ne se faisait pas du tout, quoi. Du coup, toi, dans ton poste, tu avais des contacts avec les voyageurs. Comment tu as fait pour monter les produits? Est-ce que du coup, ça partait vraiment de tes propres expériences et d'études de tendance, ou est-ce que tu échangeais avec des voyageurs ou des clients déjà de chez Nomade? Comment ça s'est passé ça? Et ben, disons que moi, je me souviens, dès que je suis arrivé, dès que j'ai eu mon bureau et mon ordinateur, ma première idée, ça a été de faire connaître la Guyane, parce que je revenais juste. Et je suis amoureux de ce département. Donc c'était cette idée première, c'était, d'accord, personne propose la Guyane, eh bien, je vais tout faire pour envoyer des curieux à la découverte de cette belle nature. Donc, ben, j'ai dû trouver ce qu'on appelle des réceptifs, donc des équipes locales pour faire des réservations, pour accueillir les gens, pour tout ça. Et puis après, au fur et à mesure, suite à mes voyages, à mes contacts, et puis surtout aussi aux conseils de mes collègues qui m'ont expliqué un petit peu comment ça fonctionnait parce que je n'avais jamais fait ça de ma vie. Donc je me suis dit d'accord, ben on va se retrousser les manches et puis on va trouver des équipes locales à droite à gauche, on va parcourir le monde, on va continuer à oser. Et puis c'est comme ça que j'ai monté plus d'une centaine de circuits il y avait même une brochure. Donc, à l'époque, j'ai monté une brochure libre et nomade avec mes collègues de l'Icono, de la com, tout ça. C'était une belle aventure aussi parce que on montait un petit livre chaque année j'avais monté des chasses au trésor aussi. Il fallait par exemple aller en Mongolie. Il fallait retrouver une théière qui était cachée dans la steppe. Enfin, il y avait plein de choses Trop comme bien. ça. Il y avait pas mal de voyages famille parce que ça me concernait vu que j'avais deux enfants, puis après j'en ai un troisième, après j'en ai un quatrième. Donc question famille et question voyager avec des enfants, je connais. Donc tout ça a fait que ça a enrichi mon intellect et puis ça a fait que pour moi c'était pas trop compliqué, Mm, c'était un peu ma vie, quoi. Donc complètement. voilà, c'était mes voyages personnels ou faits ou à faire que je partageais cette fois pour de bon. C'était pas du virtuel, c'était pas comme le CNED, c'était Mm. du réel. Yes. Et du coup, donc finalement, la décision de créer un itinéraire dans une destination, c'est toi qui l'impulsais? Est-ce que vous en discutiez en avance? C'était basé sur des tendances? Comment vous décidiez d'aller créer une expérience, une nouvelle aventure dans une destination? Là, je remercie vraiment Franck Lemaitre parce qu'il m'a laissé carte blanche. Ok, C'est-à-dire qu'en fait, il m'a dit, écoute, tu crées la marque et tu montes l'aquarium et tu le remplis. Donc, vas-y. Donc, pour ça, que souhaiter de mieux? Lui, ce qu'il voulait juste, c'était qu'on ait une proposition pour toutes ces personnes qui voulaient pas voyager avec d'autres personnes inconnues dans des groupes et des dates
déjà préétabli. Mm. Donc non, j'ai une énorme liberté. Donc j'allais au feeling, quoi. Je lisais beaucoup. J'ai beaucoup de bouquins ici dans le bureau et de magazines. Donc je lisais beaucoup, je regardais des émissions, quelques-unes. Et puis je me dis, tiens, je vais emmener dans ce pays-là. Ça a l'air d'être sympa, ça peut peut-être plaire aux individuels. Et puis il y a des petits écologes, donc pour deux, trois personnes, ça peut être sympa. Et puis, je vais quand même aller sur le terrain. Donc, aussi une vraie liberté d'aller sur le terrain. Tu y Donc, allais souvent? j'ai beaucoup voyagé, oui, Ouais. pendant toutes ces années-là aussi. Je Ok. peux partir 4 fois par an sur le terrain pour vraiment trouver les bons hébergements, trouver les bons contacts, tester. Donc, je suis parti genre à Madagascar pour monter le premier autotour. Donc, on a acheté une voiture là-bas, une vieille 404 qu'on appelait Libertine. Et puis donc, on a testé la route, c'était la RN7 jusqu'en bas. Pareil pour l'Amérique du Sud, où j'ai monté un séjour en moto sur la route du Tché, donc il fallait bien tester aussi. Donc, partout, je partais, je testais, je revenais, et je confirmais, et puis les gens partaient ensuite pour leur plus grand bonheur. Donc, j'avais une certaine liberté. Mm. Et puis je voyais aussi par rapport à mes collègues des groupes, et donc je savais aussi si ça fonctionnait en indiv, si ça fonctionnait en groupe, s'il valait mieux persévérer pour les groupes et puis la concurrence. Donc elle est toujours saine, hein, mais c'est une belle élimination. Donc j'avais aussi en même temps, ce qui est rigolo, c'est qu'il y avait ma consoeur chez Terre d'Aventure, donc les cousins, Mm. qui avaient à l'époque déjà bien avancé sur la rando liberté. Donc voilà, donc fallait faire différent, voire mieux, mais en tout cas, fallait s'accrocher, quoi. Et du coup, depuis, tu travailles pour d'autres euh, voyagistes, d'autres agences. Euh, Est-ce que tu veux en parler, les citer si c'est OK pour toi? Et Ah est-ce que oui. finalement, la collaboration, elle est aussi... t'as autant de liberté avec les autres que tu as eu chez Nomade? Oui, parce qu'en fait, j'aime cette liberté OK. et c'est pour ça que de tout ce que j'ai fait quand je suis parti, je partais parce que je le décidais et que voilà, je voulais tester autre chose. Donc, nomade aventure, j'y suis resté 7 ans, 7 ans de réflexion, ça tombe bien. Après, je suis parti. Et puis, c'est à mon pot de départ, je pense. C'est à mon pot de départ, il y avait quelqu'un, Kevin, qui était à Point Afrique à l'époque et qui m'a dit, tiens, j'aime bien ce que tu fais comme prod, comme circuit. Tu voudrais pas faire une prod pour moi. Alors que moi, je partais justement d'un environnement bien établi pour avoir encore plus de liberté et puis prendre un peu de temps, s'occuper de mes enfants et de la famille, tout ça. Et je voulais quitter Paris aussi pour aller plus au vert. Mhm. Donc j'ai pris sa demande déjà avec honneur quoi. Et puis qui s'intéresse à ce que je faisais. Donc je suis parti à Angoulême, là où je suis actuellement. Et puis je me suis dit bah, tiens oui pourquoi pas continuer à faire ce métier-là, mais aussi le faire pour moi, pour les autres, mais en tant qu'entrepreneur. Donc Indépendant. c'est pour ça que j'ai monté ma boîte qui s'appelle Oliver Trips, une fabrique d'aventure. Et puis à partir de là, ben ça fait maintenant plus d'une dizaine d'années, je crois. J'étais un des premiers freelances à être producteur de voyage et depuis ce temps-là, je travaille pour différentes marques et je crée leur circuit en marque blanche, comme on dit. Ok. C'est-à-dire que j'ai des commandes. J'ai des commandes, on m'appelle et on me dit, tiens, Olivier, est-ce que tu connais telle destination? Est-ce que tu voudrais monter tel circuit pour telle clientèle? Et donc, c'est ce que je fais depuis une dizaine d'années maintenant. Génial. Et du coup, est-ce que tu reviendrais sur le côté, enfin, en tant que salarié, ou qu'est-ce que tu trouves comme côté positif dans le fait d'être indépendant? Ou comme côté négatif aussi, peut-être? Côté positif, c'est que c'est tous les jours différent. Tous les jours, c'est une nouvelle aventure. Tous les jours, c'est une nouvelle mission. Donc, même si j'ai un bureau, je continue quand même à voyager. Je continue à aller sur place pour défricher des nouveaux parcours puis tester des nouvelles prestations. J'ai des clients différents. Donc, ça peut être aussi bien, tu me demander des marques, copines de voyage, les aventureurs, Worldia, du CPA,
Euh, et puis Nomade Aventure avec qui je travaille toujours. Là, je travaille pour Fairmove maintenant. Donc, je change de client assez souvent. J'ai des missions plus ou moins longues et puis avec des forcément des buts à atteindre. Et puis donc moi ça me plaît énormément parce que je me mets dans la peau copine de voyage par exemple, je me mettais dans la peau de jeunes femmes qui voulaient partir à 8 aller découvrir le Cap-Vert, fêter le carnaval et tout ça. Ensuite l'UCPA c'était pour des colonies de vacances, des jeunes de l'âge de mes garçons, donc très bien. Et c'est Euh, pas, justement, c'est pas difficile pour toi de te projeter, bon, t'es un homme, euh, du coup, te projeter en tant que femme. Est-ce que ça a été difficile ou est-ce que au contraire, qu'est-ce que tu as mis en place pour te mettre à la place des personnes, du Mais personnage, du coup? j'ai beaucoup Ok, aimé cette expérience. Je me suis rasé déjà, je m'étais rasé. Et puis, la non, perruque. non, voilà. Et puis, j'avais mes perruques. Et puis, non, puis j'ai discuté avec ma femme aussi, évidemment. J'ai discuté avec des copines qui aiment voyager. Et puis, je me suis dit, tiens, je vais adapter un petit peu de bien-être. Par exemple, tout à l'heure, on parlait de Chiloé. Je travaille aussi avec Chiloé pour avoir monté avec une bonne amie un séjour paddle sur l'eau, yoga sur paddle. Mm, C'est très très intéressant. Donc oui, il y a plusieurs expériences comme ça qui ont fait que je me mets dans la peau d'eux. Et ça, c'est très très intéressant. Et vu que pendant de longues années j'ai fait du théâtre, eh bien c'est bien, c'est comme ça me mm, permet de revenir en arrière et puis d'essayer de mieux comprendre toutes ces clientes. Et puis de toute façon, c'est ça aussi, hein, le rôle d'un agent de voyage ou d'un producteur de voyage, c'est quand on voit venir quelqu'un en agence, eh bien il faut tout de suite deviner ce qu'ils souhaitent, ce qu'ils veulent, qui ils sont et de cerner un peu mieux leur profil. Et complètement. comme ça, on perd pas de temps, on va direct à l'essentiel. Et puis ils sont contents parce que le séjour en question leur convenait comme moi mes tongs pour l'été quoi. Oui, finalement, c'est super important, je trouve, de pas projeter ses propres envies de voyage sur la personne qu'on a en face, mais vraiment de tout faire pour la comprendre. Et je trouve que ce qui est particulièrement intéressant, c'est que, bon, alors déjà, toi, tu as plein de casquettes, c'est juste incroyable, tu viens nous dire encore que tu as fait du théâtre. Mais c'est que tu oses passer à l'action et puis tu vas à la rencontre de l'humain. Tu as parlé avec ton épouse, avec des amis pour mieux comprendre leurs envies, pour mieux aussi produire le voyage. Et je trouve que ça, c'est hyper important. Je me permets de souligner parce que c'est vrai que c'est un point qui est essentiel pour pouvoir produire une offre, parce que produire une offre, ça prend du temps, ça coûte de l'argent à l'entreprise soit en tant qu'indépendant. Et c'est hyper important de le faire du coup dans le bon ordre. Et le bon ordre, il y a le feeling, il y a aussi comprendre le voyageur. Peut-être finir sur la partie avantages-inconvénients du statut indépendant. Ensuite, j'aurai d'autres questions à te poser. Alors là, l'avantage, moi je ne vois que des avantages Ok, parce que on va dire que c'est moi qui suis maître de mon emploi du temps. oui. Donc, quand on a une famille, c'est aussi important de pouvoir s'occuper d'eux aussi euh, pour les vacances, pour tout décider. Non, non, c'est un risque, hein, c'est sûr que tout le monde n'ose pas devenir indépendant ou entrepreneur parce que il y a toujours une part d'inconnu. À la fin du mois, on ne sait pas ce qu'on va recevoir, mais bon, au bout d'une dizaine d'années, je suis très content d'être indépendant, même si de temps en temps quand il y a des périodes comme Covid, je crois que ça s'appelait Covid, hein, c'est ça, hein, c'était pas toujours évident, mais je remercie quand même parce qu'on a des aides. Donc non, non, moi je vois pas trop d'inconvénients finalement. Non, j'en vois pas. Dans ton côté très aventurier, c'est vrai que c'est tout bénef, si je puis dire. Justement, par rapport au voyage, t'expliquais que tu vas encore sur place pour le compte de tes clients, donc des tours opérateurs. Qu'est-ce qui finance ces voyages? C'est toi ou c'est tes clients, justement? Alors, je touche du bois parce que depuis que je fais ce métier, quand je prends mon étiquette professionnelle, je n'ai jamais payé mes voyages. D'accord. Pourquoi? Parce que je considère que je prends du temps déjà sur mon poste d'entrepreneur. Donc là, par exemple, je suis parti 15 jours à Cuba.
je suis parti sur mon temps. Donc pendant ce temps-là, je me, je donne ces 15 jours complètement à l'entreprise qui va prendre en charge mes frais. Et en contrepartie, par contre, eh bien, moi, je vais faire du travail sur place de recherche. Et puis, pour pouvoir monter un des séjours. Et puis deux, tout à l'heure, tu parlais de casquette. Oui, j'ai la casquette de journaliste, donc c'est vrai que en même temps, je peux faire des articles. Donc, je peux permettre une promotion un peu plus facile et efficace d'un séjour. Donc, c'est un deux en un, quoi. Oui, C'est-à-dire que quand je complètement. pars quelque part, donc souvent je suis invité par des. Tout à l'heure, tu parlais de tour opérateur client, mais en fait, je suis plus invité par des offices de tourisme ou par des réceptifs. Ok. Donc, par exemple, un réceptif qui va s'installer dans un pays perdu, qui n'a pas le même réseau que je pourrais avoir ici en France par rapport à des agences ou des tours opérateurs pour revendre ses circuits. Donc, il va m'inviter pour que moi, je connaisse mieux son circuit, pour que je l'améliore pour une clientèle française que je connais, s'adapter à cette clientèle-là. Et une fois que je suis revenu, là, je modifie, je réécris ces séjours et je les propose à différents clients professionnels, Ok. agences, tour opérateurs et tout ça. Et les offices de tourisme, quand ils m'invitent, c'est souvent aussi pour faire la promotion. Donc là, c'est souvent avec ma casquette de journaliste. Et puis, donc oui, ça roule, ça fonctionne très bien comme ça. Génial. Et puis en plus, tu as aussi le côté photographe, vidéaste. Donc, toutes les bonnes cordes à ton arc pour produire le voyage et puis le promouvoir, parce que ça, c'est aussi une casquette importante. Euh, Aujourd'hui, quel conseil tu pourrais donner à une personne qui voudrait faire le même métier que toi? Est-ce que c'est possible d'arriver en tongs, voir le DG? Écoute, c'est mon discours et c'est ce que j'apprends à mes élèves parce que j'ai une casquette aussi d'enseignant et donc ça fait 2 ans que j'enseigne à Bordeaux dans une école pour des élèves qui sont tous hyper motivés, très curieux, que j'adore. Et donc, je vais les voir assez souvent. Et puis, donc, ce sont des troisième, quatrième et cinquième années. Et je leur apprends donc à monter des circuits de tourisme durable. Mm. Et donc, c'est très, très, très enrichissant et pour eux et pour moi. Je suis content d'être revenu à l'enseignement et donc pour rebondir sur ce que tu dis, évidemment que je leur dis qu'il faut oser, évidemment que je leur dis qu'il faut aller sur le terrain pour mieux connaître une destination, pour mieux se sentir à l'aise avec cette destination-là et pour ensuite y aller avec toute la crédibilité devant un éventuel employeur et lui dire je suis la personne qu'il faut. Mm. Donc, non, non, je leur apprends ça au quotidien quand je les vois. Donc, c'est possible, tout est possible. Il faut juste oser. Et puis, par contre, il faut avoir un certain bagage. Donc, je leur dis, Ouais. c'est là, pour ceux qui sortent juste du bac et qui font 4 ans, 5 ans d'études, c'est bien parce qu'on a toute la théorie. Mais maintenant, il faut partir. Et je leur ai tellement dit ça à une promo de l'année dernière qui sont tous partis à l'étranger. Et donc, il n'y en avait plus qu'un seul qui était là cette année à la rentrée. C'est bien. Du coup, C'est ils ont bien. osé. Voilà, ils ont osé, je suis très fier d'eux. Et puis après, une fois ils auront mis les tongs ou les chaussures de rando ou que sais-je aux quatre coins du monde, là, ils pourront revenir. Mm. Et puis, ils auront mûri, ils auront appris un peu de leurs expériences. Et puis là, ils vont intéresser les employeurs. C'est sûr que maintenant, je comprendrai pas pourquoi un tour opérateur ou une agence de voyage dirait non à un étudiant qui, d'un côté, a fait des efforts pour on va dire, assister à des cours pendant 3, 4, 5 ans, Mm. et puis ensuite partir 1 an ou 2 ans en sac à dos. Pour moi, Complètement. c'est le meilleur combo, quoi. Mm. Ouais, et surtout dans le voyage où là, en plus, les choses et le monde évolue tellement vite. Alors du coup, finalement, il y a deux façons d'entrer dans une entreprise du tourisme. Peut-être qu'il y en a d'autres également. C'est la façon, on va dire, plus classique, conventionnelle. Je fais les études et puis je postule et là, j'apprends. Et la deuxième façon, ta façon, on va dire, la méthode Olivier, où en fait je vais sur place, je produis le voyage et je propose à des entreprises si elles sont intéressées pour finalement commercialiser mon offre. Euh, c'est comme ça que tu procèdes. Exactement. Et puis en plus,
c'est un gain de temps un gain de temps et un gain financier pour l'entreprise. Parce Mm. que le fait que je sois indépendant, donc ils n'ont pas à me salarier, et puis on sait qu'en France, il y en a des charges, hein, quand on a des salariés dans une entreprise, il faut aussi les loger, donc il y a un bureau et tout et tout. Donc moi j'arrive juste avec ma petite sacoche avec à l'intérieur plein de belles idées pour faire partir leurs voyageurs et leurs touristes. Et puis ensuite on se revoit ou on se revoit pas, mais en tout cas voilà, je suis pas une charge financière pour eux quoi. Donc c'est important. C'est pour ça qu'il y a de plus en plus de freelance et j'en suis content. Mm. Et du coup, donc ce métier, finalement, comment il s'appelle? Producteur de voyage freelance? Exact. Bravo Ok. Ludivine. C'est ça. Est-ce qu'il y a d'autres termes pour parler de ton métier? Ou finalement, il y en a vraiment qu'un, et c'est celui-ci. Ben écoute, moi on m'a fait comprendre que ça s'appelait producteur de voyage. Après, moi on va dire que mon petit teasing sous Oliver Trip, c'est fabrique de voyage. Sinon, on peut dire créateur de voyage pour ceux qui ne connaissent pas. C'est vrai que producteur de voyage, je pense que c'est un vocabulaire très spécifique Mm. à l'univers du tourisme quand même. Donc oui, créateur. Créateur, concepteur, en tout cas, t'imagines les belles expériences de voyage de demain. Euh, Comment ça se passe en termes de rémunération, si tu veux bien en parler? Est-ce qu'il y a une partie variable, fixe? Comment ça s'organise ça? Pour des personnes qui, comme toi, aimeraient travailler avec des entreprises de voyage, elles se posent peut-être la question de, finalement, en termes de rémunération, comment ça marche? Est-ce que tu te fais payer à la mission? Est-ce que c'est après les ventes? Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Eh ben, écoute, pardon, c'est marrant que tu me poses cette question parce que c'est le genre de question que j'ai beaucoup eu. Beaucoup eu, pardon, durant toutes mes années de freelance, de gens qui peut-être voyaient sur des réseaux ce que je faisais ou tout ça. Ils me disent, je veux bien faire ça moi aussi. Mais comment tu fais financièrement? Quelles sont tes journées, tout et tout. Donc, je me suis dit, mais il y a des temps où je passais plus de temps à conseiller des jeunes et moins jeunes à devenir producteurs freelance qu'à faire mes propres circuits. Mais je me suis dit, ben, tant mieux en fait, tant mieux parce que plus on sera et plus on sera crédible envers nos clients. Donc comment ça se passe? Alors c'est assez complexe parce que j'ai envie de te dire que chaque client est différent, chaque mission est différente. Euh, alors par exemple pour la dernière en date là, pour Fairmove. Donc c'est Fairmove qui m'a demandé de concevoir toute leur production pour les CSE. Évidemment, donc pour ceux qui ne connaissent pas Fairmove, c'est le tour opérateur qui monte et qui se veut être la vitrine du tourisme éco-responsable en France. Donc pour les comités d'entreprise, c'est de leur faire une proposition de voyage très responsable. Alors il faut trouver des hébergements pour un grand nombre, hein, donc ce sont des groupes de 25 personnes quand même à chaque fois. Leur trouver des activités intelligente entre guillemets pour qu'ils puissent à la fois se challenger et puis à la fois découvrir une destination d'une façon moins conventionnelle que s'ils étaient partis en famille ou avec un groupe classique avec des journées libres et tout ça. Donc là, tout est organisé de A à Z. Donc pour ça, là j'ai un fixe par Mhm. mois. Comme si j'étais salarié de Fairmove et donc avec ce fixe-là, je dois travailler pour sortir une production à la fin de chaque mois. Tu as un objectif de production à établir. Exactement. Ok. Après, pour d'autres, par exemple, avec le groupe Hello Voyage, donc copines de voyage, et puis Petit Trip entre amis qui maintenant s'appelle Les Aventureurs, Mm. avec eux, j'ai beaucoup travaillé. J'ai dû travailler sur une quinzaine de destinations. Et puis j'étais payé, j'avais préféré. En fait, on discute toujours, hein, mais je sens le truc en fait. C'est-à-dire que je me dis tiens, eux ils ont une bonne communication, ils ont un bon marketing, ça fonctionne bien. Je vais me faire payer la commission. Mm. Donc là, mais pour chaque on dit Pax dans ce jargon-là, pour chaque personne qui part, je touche une commission. Ok. C'était plus intéressant, surtout que je vais travailler moi sur la Nouvelle-Zélande, l'Australie, des longs courriers, donc c'était plus Des intéressant. gros budgets aussi. Voilà. Donc il y a plein d'exemples, il y a plein d'exemples comme ça, hein, soit c'est la commission, soit c'est un fixe. Et quand c'est les deux, ben c'est tant mieux. C'est en fait c'est un commun accord. On est tout à fait honnête entre celui qui me donne une mission
moi qui l'accepte. Je sais ce que je peux apporter. Il sait, il a son budget lui, et puis on se met d'accord, on se met pas d'accord, mais depuis que je fais ce métier-là, je n'ai jamais refusé une mission parce que déjà que je me dis que c'est un luxe de travailler dans un secteur que l'on aime. Et puis c'est une petite famille quand même, tout le monde se connaît. Donc non, non, ça se passe très très bien il faut juste les conseils que je peux donner, il faut juste déjà se faire un bon réseau parce que sans réseau, c'est pas simple. Donc il faut se faire un bon réseau et moi ce réseau-là, je l'ai grossi au fur et à mesure de mes années chez Nomade Aventure. J'aurais pas pu attaquer en freelance dès le début comme ça, de but en blanc, sans être passé par une belle expérience professionnelle dans un tour opérateur. Mm. Ça te donne la légitimité et puis tu as pu prouver aussi ce que tu es capable de faire sur de la production de voyage. Exactement, Mm. exactement. Légitimité et puis crédibilité. Mm. Ouais. Complètement. Top. Et ben, en tout cas, merci pour cette transparence. Et, c'est le but aussi du podcast Nouvelles Impulsions, c'est de parler de parcours comme le tien. Donc, personnes qui travaillent dans le secteur du tourisme. Et puis d'entrer un peu dans le détail sur comment ça fonctionne. L'idée, c'est de défricher aussi le monde du voyage, le secteur du tourisme. Donc, merci pour ta transparence, Olivier. Non, non, mais c'est normal, il faut s'aider, hein, il faut s'entraider, hein. C'est pas forcément facile quand on connaît pas un secteur d'activité. Ça peut être le tourisme en l'occurrence, on en parle, mais bon, d'autres secteurs, quand on veut se reconvertir et puis du coup qu'on essaye à sa façon de défricher, c'est pas toujours facile d'avoir les bonnes informations. Donc, en tout cas, j'espère que le podcast plaît aux auditeurs. Moi, en tout cas, j'aurais bien aimé le découvrir avant de me lancer dans le tourisme parce qu'il y a plein de codes qui sont pas toujours faciles à connaître. Donc, trop bien en tout cas cette interview avec toi. Euh, du coup, je check un peu les questions que je voulais te poser parce qu'on arrive bientôt à la fin. Euh, Écoute, je pense qu'on a fait le tour, mais quand même, fais-nous un peu rêver. Alors, c'est quoi la dernière aventure qui t'a marqué? Alors, peut-être une aventure personnelle ou pro. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Oh là là, alors ça c'est toujours c'est la question piège, mais la question qui titille évidemment quoi. Donc j'ai eu la chance de vivre plein de belles expériences humaine, surtout humaine, oui, en fait, c'est ça, moi, qui m'intéresse le plus, c'est l'humain, quoi, hein. Je suis pas du tout un geek, je suis pas du tout quelqu'un qui pourrait être derrière un bureau toute la journée. Moi, il faut que je rencontre des gens, il faut que j'aille voir des paysages différents, il faut que j'aille tester des activités différentes. Donc, je suis très touche à tout. Donc, dès que je peux en avoir l'occasion. Donc oui, il y a des expériences et des aventures qui m'ont marqué, hein. J'ai rencontré des personnes comme le père Jaouen. Le père Jaouen, c'est un curé breton qui est décédé maintenant malheureusement, mais qui avait monté des aventures comme ça pour aider des jeunes un peu en difficulté sur des grands bateaux, le Bel Espoir et le Rara Avis. Et donc, il partait de l'Abervrac là-haut en Bretagne. Il faisait tout un tour pendant plusieurs mois jusque transatlantique, Cuba et tout ça. Et donc, un jour, quand j'étais en Amérique du Sud, où je faisais beaucoup de voiliers. J'ai troqué mon voilier contre une moto. J'ai fait un tour de 6 mois en Amérique du Sud et après je suis revenu. J'ai repris un voilier pour aller jusqu'à Cuba et à Cuba, je ne sais plus trop quoi faire. Et je me suis dit, je peux pas rentrer comme ça en avion et en 6 heures me retrouver en France. Non, faut savourer tous ces instants-là en fait. Et donc, j'ai appris qu'il y avait le père Jaouen qui passait par là avec son bateau. Donc, je l'ai attendu des nuits, caché dans des ports. Et là, il est arrivé comme un sauveur, comme il est. Et puis, j'ai embarqué. Et puis après, on est parti pour plusieurs mois de navigation, New York, Saint-Pierre-et-Miquelon, tout ça. Et donc, c'était une très, très belle expérience humaine avec des jeunes et des moins jeunes aussi qui avaient chacun un univers particulier et donc et toutes ces expériences-là en fait font que ça enrichit aussi ma créativité pour monter des séjours qui soient exclusifs. Donc non, Complètement. l'humain c'est très important. C'est ça qu'on recherche. Enfin, la majorité, en tout cas, des personnes recherchent dans le voyage. Et c'est bien de le souligner parce que
c'est ça qui nous enrichit aussi, en tout cas. Trop cool, sacrée expérience quand même d'avoir attendu dans le port pour traverser l'Atlantique, du coup, à la voile, c'était? C'était à la voile, oui. Ah oui, c'était c'est un bateau, un vieux gréement un deux mâts, voile carré, comme on appelle ça, qui doit bien faire ses 30 mètres, oui. Ouais, tout en bois, qui craquelait à chaque vague, là. Donc, non, Ouais, non, c'était une très belle aventure. Et tu vois, c'est pour ça qu'après, quand j'y repense, quand je fais mes circuits, puis hier, j'avais des réceptifs qui m'envoyaient des idées de séjour pour faire mou, je leur dis non, non, mais moi, je ne veux pas de copier-coller, moi. Moi, je veux vraiment que ça sorte de vos tripes, quoi. Que ça soit quelque chose quelque chose qui passe à l'intérieur, quoi. Et ça, c'est pas évident. Ça se travaille, hein. Ça se travaille. Et puis, on peut le faire que si on connaît la destination. ouais, Donc, c'est là qu'on voit la différence entre ceux qui vont juste recopier quelque chose et puis d'autres qui vont vraiment créer l'exclusif. Donc ça prend du temps, mais ça, c'est une vraie valeur ajoutée qu'on peut avoir. Donc, j'incite tout le monde à voyager, à avoir des belles expériences, et puis comme ça vous enrichit, et puis après, vous pouvez vraiment faire de la vraie création. mm. Et en parlant de création, t'as jamais voulu créer ta propre agence? Si, si, bien sûr, oui. Si, si, bien sûr. Pas tant que ça, mais ça m'arrive de temps en temps. Ça m'arrive de temps en temps, et c'est surtout les autres, en fait, qui m'en parlent. Qui me disent, mais Olivier, pourquoi tu crées pas ta propre agence? T'as tout ton réseau, t'as tes réceptifs, t'as tes clients, tu serais complètement indépendant. Et puis voilà, quoi. Donc, et puis financièrement, je pense que je gagnerais plus. Mais ça se réfléchit. On va pas dire que j'y pense pas assez souvent, mais ça se réfléchit. Tu sais, là en France, tu dois savoir, hein, il y a pas de, c'est pas toujours simple d'être entrepreneur. Mm. Déjà, voilà, faut en vouloir, quoi. Mais en plus de créer sa propre agence de voyage, quand on voit le nombre d'agences qui mettent la clé sous le paillasson chaque année, avec, on sait jamais, hein, il peut toujours avoir le Covid, peut-être pas, mais il y a toujours des destinations qui ferment, qui ouvrent, qui ferment, qui ouvrent. Là, le week-end dernier, j'ai croisé un copain, là, Jérôme Angoulême, c'était le seul à avoir une agence indépendante. Il a dû mettre la clé sous la porte aussi, quoi, parce qu'ils vendaient une seule destination. Cette destination-là est en difficulté, donc c'est pas simple. Donc oui, j'aimerais bien m'affranchir, on va dire entre guillemets, d'une certaine dépendance par rapport à des agences de voyage, mais bon, pour le moment, je garde mon rythme très libre et nomade justement, Mm. et puis voilà, je vogue je vogue où je veux et ça me plaît bien. Complètement. C'est vrai qu'effectivement, tu gardes plus de liberté, je pense, en étant freelance. C'est l'objectif aussi, qu'en ayant une structure type agence où finalement, tu as beaucoup plus de responsabilités. Euh, Surtout en tant qu'agence de voyage, on s'en rend pas forcément compte. J'ai fait une interview avec Chloé Rezlan dans le podcast, donc l'épisode 25, où justement on parle de toutes ces responsabilités de l'agence qui sont parfois assez lourdes, même par rapport à d'autres secteurs d'activité d'ailleurs. Donc je comprends ce côté, je veux rester Mm. libre et nomade, en tout Il cas. y a, ouais, il y a beaucoup de charges en France, hein, donc Ouais. Bah, donc, ouais, c'est ça, il y a les charges entre les financières charges, et entre la responsabilité, entre les cautions à laisser à droite à gauche, c'est une autre aventure, quoi. C'est une aventure à très long terme pour Hmm, pouvoir rentabiliser. complètement. Et oui, il y a des avantages et des inconvénients dans chaque situation. Sinon ça se saurait. Ah ouais, bah, si c'était si facile, hein, tout le monde lancerait Voilà. une agence. Bon, en tout cas, merci Olivier pour cet échange qui était ultra intéressant, qui nous a fait voyager. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose pour clôturer? Eh bien, je passe le bonjour à tous ceux qui nous écoutent, en tout cas. Continuez de voyager, continuez de rêver aussi, essayez de concrétiser vos rêves aussi. Et puis soyez dans la tolérance, le respect et puis l'empathie. Merci Olivier, à Ben, bientôt. c'est moi, Ludivine. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir.